Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Super Friends. C'est l'émission dans laquelle on va à la rencontre des personnes qui font vivre la pop culture et la culture comics bande dessinée par leur travail. Et aujourd'hui, on a du retard par rapport à la sortie de l'album, mais on profite d'avoir retrouvé Nicolas Bazin et Thomas Mourier de Bubble Edition au festival Quai des Bulles. Et quand je dis qu'on les a retrouvés, c'est qu'on a littéralement dormi au même endroit pour vous faire une émission spéciale sur Demain la Rage, première bande dessinée de Nicolas qui est avec nous. Salut Nico. Bonjour. Ça va? Ça va très bien. Très bien. Eh ben, ça va aussi, moi et Thomas. Du coup, Thomas, on se connaît quand même. Disclaimer, on bosse ensemble, on est collègues, même si on fait pas du tout les mêmes activités, notamment sur l'édition. Je ne fais rien du côté de l'édition, mais j'avais pu suivre le projet un petit peu de loin quand vous l'aviez développé. Tu vas bien, Thomas? Ouais, super. Et toi? Pareil, on a passé la même nuit courte quand même, donc c'est un petit peu compliqué. Parfait, trop cool. Bonjour à tous les auditoristes. Yes, donc alors je sais pas, je pense qu'on va commencer par toi, Nico, quand même. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu juste ton parcours dans la bande dessinée? C'est ça, voilà, ton parcours tout simplement. Ouais. Ça va être assez rapide parce que je suis autodidacte en dessin et mon parcours a été un peu de dessiner chez moi, faire du projet perso, enfin comme tout un chacun qui aime dessiner, à proposer une bande dessinée à un éditeur directement et être publié dans la foulée, quoi. Donc c'est un parcours assez court, en tout cas dans la bande dessinée. Comment on fait pour comment on fait pour être autodidacte? Bon, on dessine certes, mais on va dire je perds mes mots, c'est incroyable. Putain, ça m'énerve. Alors c'est pas maîtrise, tu sais, quand tu t'imposes et tout là. La discipline. Voilà, putain. Quelle discipline on s'impose quand on est autodidacte, en fait, parce que on peut tous être autodidacte. Mais après il y a genre moi je gribouille des trucs et je ferai jamais de BD, et toi t'as suffisamment gribouillé pour pouvoir en sortir une, et d'ailleurs on en reparlera après, mais tu comptes continuer. Donc ouais, comment on s'y met vraiment? Moi, j'ai toujours dessiné, j'ai toujours été ce gamin au fond de la classe avec un crayon à dessiner diverses choses que j'avais vues, des choses, des dessins animés, des dessins animés du Club Dorothée à l'époque, ou des mangas quand j'ai commencé à lire les mangas, des comics, j'ai toujours dessiné des choses comme ça. Mais c'est que très récemment, c'est en 2019 en fait que j'ai repris vraiment sérieusement le dessin. Avec le Linktober, donc ce challenge qu'il y a tous les ans au mois d'octobre, et qui par une liste de mots en fait journalière t'incite à produire un dessin rapide ou pas rapide, selon les capacités de chacun, en temps et en compétences. Et donc j'ai fait ce challenge vraiment tous les jours d'octobre 2019. Et au début, j'étais moyennement content de mes dessins, mais au fur et à mesure, ça me redonnait un peu des réflexes, des choses comme ça. Et puis entre les deux, je refaisais des croquis, je reprenais un peu des exercices de dessin classiques, quoi, du modèle vivant, des choses comme ça, pour des parties du corps que j'avais du mal à dessiner. Et en fait, du coup, j'ai tenu tout le mois d'octobre. Je commençais à réavoir un petit niveau, donc je me suis dit c'est dommage quand même de perdre ça. Je vais essayer de continuer. Mais bon, je travaillais, j'ai les enfants, il y a la routine quotidienne et tout. Je me suis dit, si je m'impose pas un truc un peu drastique, je vais avoir du mal. Donc en fait, j'ai commencé à écrire un début d'histoire pour me donner un but en fait dans cette pratique du dessin. Et en fait, de fil en aiguille, cette histoire c'est devenue celle de Demain la Rage en vrai. Et tous les jours, en fait, tous les soirs, en deuxième, troisième partie de soirée, après que tout le monde se soit couché, je me mettais un film. Et je me mettais sur l'équivalent au début des dessins préparatoires, puis des planches. Assez rapidement, en fait, je suis arrivé sur des planches. J'avais des images de découpage, des choses comme ça. Et en fait, ça c'est... en fait, il y a un effet boule de neige, en fait, très rapide dans le travail où je dessinais tous les soirs. C'était devenu ma routine, en fait, mais ça faisait partie vraiment de ma routine. Comme certains vont courir ou autre, je me mettais au dessin. C'est une activité qui fait pas de bruit, en plus, dans la maison, donc c'est bien. Et voilà, de fil en aiguille, j'avais 150 pages de BD, quoi. Qui était prête, ouais. Ouais. Juste avant, parce que je dois cocher la liste de mes questions
obligatoire en fait quand on démarre les podcasts avec les artistes, tes influences forcément. Ouais, moi mes influences, c'est vrai que très jeune je suis tombé dans les comics. À la maison il y avait pas spécialement de BD franco-belge. J'ai pas à souvenir que ma mère ait ça dans sa bibliothèque. On avait plutôt des livres sur Charles Manson. ce qui est des lectures tout à fait saines pour des enfants. Oui, oui. Et je vais appeler les secours. non, elle est très gentille ma mère. Et du coup en fait à la librairie du coin, j'habitais une petite ville dans le 91 qui s'appelle Derrière le Buisson. Et j'allais à la librairie presse papier et tout ça, et donc il y avait tous les magazines Strange, Nova, toutes ces choses-là que les vieux connaissent bien du coup maintenant. Et je suis tombé très rapidement dans ces univers de super-héros. Puis il y a plus tard, quand j'ai pu me déplacer tout seul, dans le sens où j'étais assez âgé pour pouvoir prendre le RER, j'ai été à Album et j'ai découvert les comics au sens plus large du terme, les comics indés. Quand il y a eu aussi l'avènement d'Image dans les années 90 aussi, ça a ouvert des nouvelles portes. Donc c'est vrai que le comics c'est resté longtemps ma référence. Pardon, excuse-moi. C'est resté longtemps ma référence. Il y avait aussi le côté animation, parce que je suis un enfant du Club Dorothée, en gros, donc il y avait toute l'animation japonaise qui a toujours été dans ma tête. Et c'est vrai que dans la BD, quand je dessine, j'ai souvent les mouvements des personnages en tête. Ça doit être le cas pour beaucoup, hein, mais voilà, c'est un peu un truc qui est resté. J'ai voulu longtemps faire de l'animation d'ailleurs, mais j'avais pas, je pense, les compétences pour. Après, t'as pas suivi forcément un cursus dans le dessin, puisque tu dis que t'es autodidacte, c'est-à-dire que t'as jamais fait de... En fait, j'ai fait une année de prépa pour faire les beaux-arts et tout ça. Ça a pas du tout été concluant. Le côté un peu arty, en fait, me plaisait pas trop. Je pense que j'ai pas trop les cases de ma personnalité. Du coup, j'ai laissé ça tomber assez rapidement. Enfin, on m'a y aidé parce que j'ai pas été pris aux beaux-arts aussi. Mais voilà. Et après, donc, il y a les mangas, dans les années fin 90, il y a eu Akira, grosse révélation dans tous les sens, pour beaucoup. Après, il y a eu les mangas vraiment Berserk, Blam, toutes ces choses très joyeuses qu'on peut trouver. Et ça m'a jamais quitté. Enfin, c'est des choses que je lis toujours, que je relis même maintenant, quoi. Tu lis encore aujourd'hui, ouais. Ouais, énormément. Ouais. Je suis un gros client BD. Je me suis même ouvert à la BD franco-belge plus récemment, du coup. Mais j'y trouve des trucs très très cool aussi. Mais c'est vrai que mes amours, c'est le comics en premier, vraiment, et les mangas ensuite, quoi. Ok. Tu disais avant que en fait, Demain à l'arrache, tu l'as dessiné avant même de la proposer à un éditeur, en fait. Mais je voulais voir le pitch de départ, l'idée de départ, d'où ça t'est venu alors? Ouais, en fait, c'est venu Attends, je vais même t'interrompre, je vais même me reprendre. Est-ce que tu peux nous juste pitcher déjà Demain à l'arrache pour ceux qui écoutent et qui connaîtraient pas l'album? Alors, c'est un peu dur à pitcher sans spoiler vraiment Demain à l'arrache, mais en gros, la thématique de cœur de départ, c'est les violences conjugales et la colère que tout le monde en fait peut ressentir, mais à plus ou moins grande échelle. Là, le personnage principal, c'est un peu extrême. Mais ça reste de la SF. C'est une histoire de rédemption, de damnation, selon le point de vue qu'on veut adopter à la fin de la lecture. Mais en gros, on suit un personnage qui s'appelle Damien, qui a un jour un accident de voiture avec sa femme qui est enceinte, et tout le monde meurt dans cet accident de voiture. Mais lui, là, il fait une rencontre et une personne lui propose de revenir en arrière ou d'avoir du temps supplémentaire pour corriger les choses, corriger le tir. Et Damien va s'en saisir avec, on va dire, une contrepartie. Très bien, ouais, c'est ça. Faut pas trop en dire pour pas révéler l'ensemble des choses. Et c'est vrai que c'est un sujet assez particulier d'avoir en fait ton personnage principal qui est un sale type concrètement, qui frappe sa femme. C'était quelque chose dont tu voulais parler parce que c'est un sujet qui te touche ou que tu avais envie pas de dénoncer, mais enfin de mettre en scène aussi, pas notamment parce que c'est un sujet qui revient beaucoup dans l'actualité aussi depuis pas mal d'années, quoi. Ouais, c'est un sujet qui revient beaucoup. Après, c'est pas une tribune ni rien. Enfin, j'ai pas la prétention je l'ai pas vécu. C'est pas biographique ou autobiographique du tout. Après, voilà, moi, à côté, à la base, je suis enseignant. Ma femme, elle est psychologue dans l'éducation nationale.
Donc on est quand même confronté à 2-3 situations Ouais, pas cool. par an de ce style-là. Voilà, donc c'est des sujets qui reviennent des fois à table après que les enfants soient couchés ou des choses comme ça. Et c'est vrai que Demain la rage, c'est un peu parti de ça. C'est une discussion avec ma femme. On parlait de violence conjugale et tout, et je me disais, mais quand même le point de vue des mecs en fait de ce côté-là, parce que on entend beaucoup de témoignages de femmes, mais les hommes violents, on les entend pas. Enfin, je sais pas que je veux leur donner spécialement la parole, hein, mais je voulais comprendre en fait le mécanisme. Le mécanisme, on comprend on a pareil un peu pour les tueurs en série. Généralement, ils sont enfants battus et ils ont des enfances horribles. Est-ce que c'était pareil pour ces agresseurs-là, quoi, ou pas? Mais et dans mes recherches, je me suis rendu compte que en fait, pas vraiment. Et c'était hyper glaçant. Enfin, j'ai eu 2-3 lectures pour pas dire totalement n'importe quoi. Enfin, voilà, pour avoir un sujet un peu correct, un peu pas être trop entre guillemets attaquable, on va dire, sur ce sujet-là. Qui est touché, ouais, bien sûr. Bah ouais, ça là, c'est étant un homme en plus, faire un sujet comme ça, faut pas passer pour l'incel du coin ou voilà le gars qui veut excuser d'eux. D'ailleurs, le personnage de Damien, en fait, dans la BD n'a pas la parole en fait. Il explique pas spécialement ses actes, et quand le peu de fois où il évoque ça, c'est très mis de côté, enfin très rapidement, quoi. C'est pas pourquoi il le fait, en fait, on s'en fout. Ça, il a pas à le faire particulièrement. Mais bon, les témoignages que j'avais lus étaient vraiment hyper glaçants. J'avais lu un livre où l'homme parlait justement de ça. Il disait les sévices qu'il faisait subir à sa compagne, et il disait qu'avant il avait eu d'autres compagnes et que c'était jamais arrivé. Enfin, dans la façon dont il disait, c'était limite un peu de la faute de la femme. C'était horrible. C'était horrible. Super. Ouais. Alors, c'est quand même une histoire qui va dans le fantastique, ça on peut le dire quand même, beaucoup dans le fantastique. Comment t'as créé un peu juste cet univers, en fait? On peut dire quand même que et ça part dans pas mal de directions d'un point de vue graphique. Il y a des monstres, voilà, quand même, disons qu'il y a des monstres. Comment t'as réussi à construire un peu cet univers autour de ce personnage et de ton pitch de départ? Le monstre évoqué, en fait, il est venu justement d'un des bouquins que j'ai lus de témoignages d'un homme violent, où il parlait justement lui, il l'appelait la bête, en fait. Et en fait, tout de suite, ça m'a, enfin voilà, c'est très imagé, et ça me semblait intéressant visuellement, en tout cas, graphiquement. En plus, moi, comme j'étais essentiellement tourné sur le dessin, c'était de m'éclater quand même. Le but, je me faisais pas 2 heures de torture le soir, 2 heures ou 3 heures de dessin comme ça. Donc le dessiner des monstres, faire des scènes un peu d'action, un peu de body horror ou de trucs comme ça, c'est un peu aussi mes kiffs. Donc j'ai très vite mis du fantastique. J'aime bien aussi tout ce qui est comment dire. Là, il y a du voyage dans le temps, par exemple, des choses comme ça. Enfin, je suis un gros fan de Doctor Who, notamment. Et j'aime bien le côté un peu voyage dans le temps, mais très protocolaire. On peut le retrouver dans la série, par exemple, Loki, des trucs comme ça, récemment. Mais j'aime bien ce genre d'ambiance un peu, je sais pas comment dire, la SF un peu avec des personnages c'est normal, c'est des administrateurs, c'est une grosse machine derrière. Il y avait un peu ça dans la BD Carmen de Guillaume March, où c'était pareil avec la mort. Ça m'avait fait écho. Le côté administratif de rendre l'au-delà administratif. Ouais. J'aime bien ce côté-là. C'est un truc qui m'a toujours plu. Côté, la mort, c'est random. Il y a un des personnages qui le dit que c'est pas, il n'y a pas de côté religieux ou quoi que ce soit. C'est même pas scientifique parce que c'est de la SF, mais j'explique rien. J'ai pas les reins assez solides pour expliquer des théorèmes de quantique ou je sais pas quoi. Donc je suis pas parti là-dedans. C'est comme ça. Voilà. Et du coup, visuellement, ça me permettait en plus de sortir si je fais de la SF expliqué, faut qu'il y ait un appui, faut qu'il y ait des vaisseaux, faut qu'il y ait une structure, etc. Là, ça me permet de faire quand on voit des parties du futur, c'est pas trop tangible. Ça part très artistique, si on peut dire ça comme ça. Enfin, dans ma tête, j'avais les films comme M le Maudit,
qui graphiquement, voilà, joue beaucoup sur les ombres, des formes géométriques et tout ça, et ça me plaisait bien. Justement, tu parles de forme géométrique, il y a quand même quelque chose que je trouve assez fascinant dans cet album, c'est ton découpage en fait. C'est que qu'il y a quasiment pas une seule page en fait où tu veux faire un découpage classique ou vraiment où tu essaies de jouer sur tous les plans, que ce soit dans les cases en tant que telles, mais même dans les formes ou des personnages qui se décompose ou qui passe d'un état à un autre, et en fait où ça forme aussi, où ça s'entremêle pour former des cases ou des gouttières. Et ça c'est juste parce que t'es pas architecte de formation non plus, donc t'es enseignant, donc j'essaie de voir aussi où est-ce que t'as pu aller trouver toute cette énergie, vraiment cette créativité pour le coup. Et je te passe même pas le savon sur l'épaule, quoi. c'est vraiment que t'as vraiment c'est super de voir à chaque page tournée que tu trouves une nouvelle idée de mise en scène tout du long. Ouais, merci, c'est cool. Parce que c'était un peu l'idée. En fait, je pense que c'est un peu, ça découle aussi un petit peu de la manière dont je travaillais. C'est-à-dire que je travaillais le soir, du coup, comme je l'ai dit, en deuxième, troisième partie de soirée. Je me mettais 2 heures, je me mettais un film, généralement, que j'ai déjà vu 12 000 fois pour me faire un réveil. En gros, quand le film se termine, j'arrête de dessiner. Sinon, le lendemain, je vais pas être très efficace au boulot. Et du coup, en fait, j'ai fonctionné beaucoup par double page. C'est-à-dire que je prenais l'équivalent de 2 pages et je me disais, ça va être mon tableau par rapport à ma narration, par rapport à ce que j'avais marqué dans mon histoire, le scénario que j'avais fait. Là, ils vont se dire ça, il va se passer ça. Sur ces deux pages, je fais passer telle idée. Donc, j'essayais vraiment même dans mon scénario, en fait, des fois, je l'ai modifié pour que ça colle un peu plus à des idées que j'avais eues à des moments de découpage. Je me suis dit, ça serait plus sympa si c'était comme ça. Tiens, ils vont se dire moins de trucs. En fait, ça a vachement épuré le texte aussi derrière, et je trouve que ça renforce un peu l'effet de la BD. La première version était certainement trop verbeuse et du coup, je pense que c'était moins intéressant. Mais et puis après, c'est aussi les influences. Moi, j'ai découvert en 2012, je crois, c'était le Batwoman de J.H. Williams 3. Ouais. Et ça m'a mis une claque, mais monumentale, sur le principe de découpage, en fait. C'est même en ayant lu beaucoup de comics et de mangas, on ouvre ce truc-là et on voit le symbole de Batman qui est servi comme case. Après, il y a une serre qui est découpée, les fenêtres de la serre sont découpées, c'est les cases. Et là, très récemment, j'ai lu Promethea, donc même artiste, avec Alan Moore. Et qui était antérieur, du coup. Ouais, qui était antérieur, mais c'est le même principe, c'est-dire qu'il y a pas de gouttière traditionnelle. Il faut que tu lises Ecoland aussi. Je l'ai lu, c'est incroyable. Enfin, vraiment, c'est un Ecoland. En plus, Ecoland, il y a aussi la rupture graphique dans tous les sens. Enfin, c'est impressionnant. C'est du virtuose à ce niveau-là. Mais sur le découpage, ça m'avait vraiment marqué, et du coup, je l'ai recyclé. Et comme je disais, j'ai pas mal d'animation dans la tête, donc j'ai pas une case généralement définie qui arrive comme ça. J'en ai plusieurs, donc c'est vrai que j'ai besoin que ça se déroule en fait sur les pages. Alors du coup, ça me fait pas des pages très resserrées. C'est vrai que le découpage, il est très lâche. Il est très lâche, quoi. Il y a des doubles pages, il y a des pages complètes, et des fois le personnage évolue là-dedans. Mais j'aime bien aussi ce plan un peu statique. Ça fait très cinématographique, je pense, un peu. Mais t'as aussi un travail sur la verticalité à plusieurs reprises, quoi. Je sais pas si c'est plus compliqué à gérer quand tu travailles sur un même plan comme ça, mais où tu dois découper verticalement, plutôt que justement quand t'es sur une double page où tu peux aller vers le sens de lecture plus fluidement. Ouais, parce que le personnage, selon ce qu'il fait, c'est pas toujours évident de bien le placer, que la lecture soit fluide en fait derrière, quoi. C'est que moi dans ma tête c'est fluide, c'est normal parce que je le vois plus ou moins bouger en fait dans la page. Pardon, d'ailleurs mais quand c'est statique après, c'est pour ça que j'avais ma femme, qui est pas très grosse lectrice de BD, je lui faisais lire comme ça, si elle suivait le truc, je me disais que ça fonctionnait. Parce que jusqu'à ce que j'ai toute la BD, de Malara, j'ai pas sorti de chez moi, quoi. Donc ouais, ça t'a pris combien de temps? 2 ans et demi à peu près. 2 ans et demi à dessiner tous les soirs. Ouais. Et tu reprenais des planches ou c'était vraiment plein que j'ai repris, ouais. Parce qu'en 2 ans et demi, j'avais repris le dessin en 2019, donc 2 ans et demi plus tard, il y a des premières planches que j'avais faites, elles ressemblaient de mon point de vue à rien du tout, quoi. Donc je les ai refaites, et même avant le bouclage de la BD avec Thomas, on a corrigé des cases, des visages qui allaient pas, enfin voilà, des choses que j'avais fait il y a 2 ans et demi où j'étais moins sûr de moi, on va dire, avec le crayon, quoi. Et justement, Thomas, à quel moment tu interviens dans cette histoire en fait, Nicolas m'envoie son manuscrit en me disant tiens, toi qui fais de l'édition, on venait de faire Moundir avec Johan Cavege. Vous connaissiez déjà avant?
Oui, en fait, on a été libraire ensemble. Mais voilà, il y a longtemps. Il y a un passif. Et on se commun. connaît depuis un très bon moment, ouais. Et puis on partage beaucoup de trucs en commun. Donc on s'était jamais trop quitté, même si Nicolas avait déménagé. On avait fait pas mal de trucs. J'étais venu dans son école faire des cours de dessin pour les gamins. Ouais, sur la BD, les interventions sur la BD. Ouais, cool. C'était cool ça. Et du coup, oui, on était resté en bon contact. Et comme il avait vu qu'on faisait de l'édition, il m'avait envoyé son manuscrit en disant, bah tiens, est-ce que tu peux me donner des avis? Est-ce que tu peux m'aider à constituer un dossier pour l'envoyer à des éditeurs? Ouais, c'est ça. En gros, c'était ça le point de départ. Et en fait, je me rappelle, j'allais le lire. J'étais avec mes gamins au parc et je le lisais en me disant, bon, j'espère que ça va pas être trop dégueu pour pas que je me fâche avec lui ou je sais pas qu'est-ce que je vais lui dire. Et en fait, je l'ai lu une première fois et je me suis dit, waouh, en fait, c'est vraiment fort. Il y a un truc. Ça me touche vraiment le cœur du sujet. Comme tu disais, le découpage, la mise en scène, elle est vraiment impressionnante. Donc tout de suite, ça a accroché. Et en fait, finalement, je l'ai quand même aidé à faire le dossier, mais j'ai quand même retenu dans ma tête en disant, ah bah tiens, c'est peut-être un projet pour nous, nouvelle maison d'édition. Et du coup, j'en ai parlé à Nicolas Dévé, qui est le gérant de la maison d'édition, et ensemble, on a convenu que bah ouais, c'était un très bon projet pour Bubble Édition pour la suite. Comment tu définis ce qu'est un bon projet pour Bubble Edition? Parce qu'on en a pas parlé souvent, en fait, même dans ce podcast. Ouais, c'est vrai. Alors, c'est difficile toujours à dire la ligne éditoriale d'une maison parce que ça correspond souvent aux individus. C'est un peu les goûts des individus. Et en fait, pour l'instant, on cherche surtout des autrices et des auteurs qui ont un vrai propos, c'est-à-dire qu'il y a une bonne histoire, mais derrière, il y a vraiment quelque chose qui est dit un peu sur notre société, ou quelque chose il y a une intention forte derrière. Je pense que ça, c'est un des trucs les plus importants. Et aussi une idée de graphisme un peu qui va chercher dans des codes du comics, dans des codes du manga. En fait, on aime bien les dessins qui sont nourris d'autres choses et qui sortent un petit peu des carcans. Et là, effectivement, bah, c'était le cas dans pas mal de raisons, à la fois dans le dessin, dans le découpage, dans les idées, dans les choses comme ça. Donc ça nous convenait vachement. Et donc dans le catalogue en construction, c'était vraiment des points saillants qu'on avait envie de trouver. Et même si le bouquin était en noir et blanc, ce qui était peut-être un peu plus difficile pour nous, même si c'était très noir sur des thématiques très dures, finalement, on trouvait qu'il y avait vraiment un truc cohérent avec ce qu'on avait envie de faire dans la maison d'édition. Ouais, parce que quand tu regardes ça par rapport au moment où vous le publiez, donc il y avait juste Moundir peut-être et Billy Scott. Ouais, dans les yeux de Billy Scott, ouais, c'était là. Sorti. Et tu dis, ouais, t'étais quand même sur un autre délire, quoi, ouais. dans le truc. Et ça vous a pas fait peur, enfin. Un petit peu, on s'est dit, est-ce que on va arriver à toucher beaucoup de public avec une thématique si forte, en fait, en tout cas sur les violences conjugales, violences domestiques, c'est quand même pas courant. Mais on a dit en fait, avec tout l'aspect SF, les monstres, les plusieurs niveaux de lecture, en fait, il y a aussi un niveau de lecture aussi où on peut relire une fois qu'on a fini. Dès le début, il y a plein d'autres choses qui se mettent en place une fois qu'on a compris certains indices. Et aussi, on s'était dit que ça pouvait parler à un plus grand nombre à travers la fiction. C'est pour ça qu'on a demandé aussi à Justine Yogré de faire la préface. Donc, c'est une autrice qui a fait des très très bons romans de fantasy et pas que, mais elle aussi elle explore la noirceur de l'âme humaine et elle a fait des choses qui sont très grand public, comme Chien du Homme qui sont plus connus. Et voilà, on trouvait que ça collait bien. Et quand je lui ai fait lire à Justine, elle, tout de suite elle a accroché, elle a dit bah oui, elle a fait une super préface où elle donne son avis, mais en tout cas ça nous a conforté dans l'idée de dire oui, par le biais de la fiction, de la bonne fiction, on peut passer des messages un peu durs et du coup ça peut toucher un plus large public. C'est pas réservé à des gens qui s'intéressent au sujet en tout cas. Le noir et blanc, c'était parce que la couleur, c'est encore, c'était dur à maîtriser à l'époque. Ou alors c'était un vrai. Enfin, dans les deux cas, ça peut être les deux. Mais je veux dire, pourquoi le noir et blanc? Bah oui, au début, c'est parce que je reprenais le dessin et voilà, j'étais plus sur cet aspect-là. Mais très rapide. Enfin, quand je suis arrivé à peu près à la moitié de Malara, je me suis demandé justement si si j'allais le faire en couleur ou pas. Enfin, rajouter la couleur après. Et enfin, je me suis rendu compte qu'en niveau de gris, enfin, de rester dans cette tonalité, ça accompagnait bien en fait l'ambiance et le propos de la BD. Donc c'est, on va dire, ça mélangeait les deux. Effectivement, c'est par ma faille technique, on va dire que je dis en fait c'est pas mal. J'ai fait des tests et tout ça. On a même fait des tests après. C'est ce que j'allais dire. Ouais, on a fait pas mal de tests. Mais ça voilà, ça rajoutait rien en fait. Vraiment, pour le coup, ça rajoutait rien du tout. Je suis content parce que dans ma tête c'était quand même que en noir et blanc, donc je suis content que ce soit resté. C'était quoi les tests que vous avez fait?
On a testé des planches en couleur. On a testé aussi de faire des séquences spécifiques à la séquence du manga que lit la fille du protagoniste, qu'on a essayé de mettre en couleur pour dire. Celle-là l'aurait pu être effectivement. Voilà, c'est ça. En fait, on se disait est-ce qu'il peut y avoir des détonations comme ça avec certains trucs. Puis finalement, ça collait pas tant que ça. Vous avez pensé aussi au problème des cahiers. Alors il y avait ça aussi de la contrainte technique, c'est que c'est vrai dans l'édition il faut avoir des imprimés par cahier, donc en fait si on fait des pages couleurs à un endroit, il faut qu'à l'autre côté de la BD en miroir il y ait des pages couleurs ou en tout cas enfin que ce soit si c'est par feuillet que tu fasses par 8 quoi, c'est par 8 ou 16, donc en fait c'est juste que tu dois t'imposer à avoir voilà c'est ça, en fait ça impose des pages c'est ça pour ça, mais en plus on voyait un peu que ce passage là colorisé et il y a pas d'autres moments pareils, donc ça faisait un peu, on colorise pour coloriser. Enfin, ça sert à rien. Ou alors, on voulait aussi, pendant un moment, on avait parlé de faire des aplats de couleurs, enfin, pareil, du monochrome, mais juste avec une couleur ou ces nuances proches, quand il y a la bête et tout ça, mais pareil, on l'a vite écarté, même sans trop le tester, parce que ça apportait en vrai rien du tout à la narration. Effectivement, c'est peut-être se fermer des portes parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont assez frileux sur le noir et blanc. Ouais, curieusement, mais moi personnellement, je trouve que ça rend hyper classe les trucs en noir et blanc, mais bon. Mais bon, voilà. Après, moi, ça m'arrangeait bien parce que effectivement, c'était pas ma compétence première. Ou alors, il aurait fallu faire appel à un coloriste. Il y a des gens très compétents qui font ça. C'est pas un souci, mais bon, là, écarté vite, moi, j'avoue. Oui, puis le dessin s'y prêtait pas. Quand on regarde les planches de la BD, justement, tu parlais de body horror, il y a plein de déformations, des corps, des chairs, des choses comme ça. Et finalement, il y aurait eu un très gros travail d'ombre et de volume, et peut-être qu'il aurait desservi un tout petit peu l'immersion immédiate qu'on a avec le personnage. C'est vrai, puis ça m'enlevait aussi mon influence manga que j'ai, qu'il y a certains moments, je pense, se ressent. Il y a, notamment quand il y a le monstre, la créature. Et voilà, en couleur, ça aurait fait bizarre. Enfin, j'ai plus enfin, je me compare pas, mais j'ai plus des images de Berserk ou des trucs comme ça dans ma tête quand je dessinais certaines planches. Donc, je suis content que ce soit resté en noir et blanc parce que c'est plutôt ce que j'avais en ref dans ma tête. C'était quoi un peu votre dynamique de travail à partir du moment où tu t'es emparé du projet pour en devenir éditeur et pas juste consultant, enfin alors du coup aide à faire un dossier. Ouais, c'est ça. Du coup on a vachement relu ensemble. Il y a eu pas mal de passes sur des dialogues, il y a pas mal de passes sur des cases à changer peut-être. Il y a eu quelques pages qui ont sauté de mémoire ou qui ont été des pages que je voulais garder et que finalement on m'a obligé à faire français. En fait c'est ton moment si tu veux te plaindre. Vas-y. J'en profite, j'ai un micro. Il peut rien faire. Ils m'ont détaché les mains donc je peux parler. Mais c'est des pages qui ralentissaient un peu l'histoire et qui servaient pas vraiment le propos en fait. Du coup on a retravaillé des petits trucs comme ça, une idée de circularité aussi peut-être. Et après on a beaucoup bossé aussi sur la couve, le titre, tout ce qui allait avec. C'est tout un pan du boulot que je connais pas du tout. Enfin du coup c'est de faire une couverture, penser le titre, la typo et tout. Et ça c'était vraiment cool à faire quoi. Ouais, puis du coup du temps, c'était des fois de l'argumentation, mais c'était c'est ça, il y a des gros débats. On a Karine Pelan aussi qui bosse avec tout, c'est la graphiste, et on a trouvé cette couleur très jaune, cette typo, et du coup on a essayé d'accompagner le projet en disant l'écrin va aussi servir le propos. Ouais. Et justement ce titre. Et le titre parce que moi pour le coup j'avais entendu vos discussions parce que d'abord c'était Puis le néant de mémoire. C'était mon titre de travail en gros. Moi je l'avais appelé comme ça, Puis le néant. Et puis on est passé à Demain la rage. Voilà. Et entre les deux. Alors je sais plus tout, mais il y en a eu. En gros, c'était l'idée d'avoir dans le titre l'idée de la temporalité parce qu'il y a du voyage dans le temps et l'idée de la colère. Donc on a pris en gros des synonymes. On a fait vraiment un travail de recherche comme ça, mais ça a été au début des propositions lancées à la volée. Il y en a eu plein. Franchement, j'ai plus du tout les titres en tête qui avaient été donnés. Ouais, et puis Demain la rage, ça venait un peu de l'idée. Moi, je me rappelais de mes lectures de SF un peu cyberpunk, Demain les chiens ou des choses comme ça. Oui, c'est vrai. Et en fait, il y avait ça qui résonnait. Et je me suis dit, ça va bien avec le propos de la BD. On est vraiment, c'est pas du cyberpunk, mais on est vraiment dans un monde où justement tu parlais du futur administratif, etc. Et du coup, il y avait ce côté-là un peu dur, un peu froid. Et Demain la rage, il y avait ce côté, c'est pas vraiment une phrase, mais ça fait comme une espèce de petit haïku assez percutant, quoi. Ouais, c'est vrai. Il y a pas de jeu de mots, il y a pas de secret, même si demain c'est un
un anagramme de Damien, le nom du héros, mais c'est pas du tout voulu. Et, oui. Ouais, on peut tout trouver si on cherche. C'est vrai. Mais ouais, c'était particulièrement malin, ça en plus. Même Damien Larage, enfin ça, c'est assez explicite aussi sur le caractère du personnage, quoi. Pas mal. Très bien. Justement, parce qu'il y a aussi, vous avez fait une édition, enfin, il y a la couverture simple, mais vous avez aussi demandé à Assign de faire une couverture pour l'édition collector, parce que c'était un bouquin qui était passé, comme la plupart de vos bouquins, en campagne Ulule. Donc, vous avez donné la BD à lire à Assign pour qu'il fasse la couverture, ou vous l'avez juste pitché? Comment ça s'est passé un petit peu aussi avec lui? En fait, on a discuté avec Nicolas des artistes potentiels, parce que du coup, comme tu l'as dit, on essaie d'accompagner toute notre sortie comme ça. Et en fait, c'est un des premiers noms que tu as sorti, c'était un des artistes qui te plaisait. Il m'a demandé 3 artistes, en gros, pour faire court, et Hassan était dans les 3, et on a contacté. C'est un des premiers qu'on a contacté, c'est le premier qui nous a répondu. Ouais, c'est ça. Et puis, moi, je l'avais interviewé il y a pas si longtemps que ça. Donc, en fait, je lui ai proposé, il a dit, je veux bien lire. Et puis, en fait, je lui ai envoyé le manuscrit qui était quasi fini. Il a tout lu, il a dit, cool, je te réponds. Et puis, en fait, au lieu de dire oui ou non, je crois qu'il a répondu qu'un croquis en disant, ok, je commence à bosser dessus, ça me plaît, ça m'inspire et tout. D'accord, très bien. Quels sont les projets pour la suite, très cher Nicolas? Attends, je vais trop vite. Quel a été un peu ton ressenti quand c'est sorti? C'était ta première BD. En général, quand j'ai des auteurs qui sortent leur première BD, je leur demande quand même qu'est-ce que ça fait. En général, ils sont contents. Mais il y en a qui sont parfois très détachés. Est-ce que toi, t'étais détaché quand tu l'as vu? Ça se voit pas parce que je suis assez taiseux, on peut dire, mais je suis hystérique à l'intérieur. Et non, ça fait 1 an que je vis un rêve de gosse, quoi. Enfin, je disais, je suis tombé dans les comics et tout ça. Je suis passé de l'autre côté de la barrière pour moi. Donc, faire les dédicaces en librairie, faire les festivals là comme Quai des Bulles ou Angoulême, c'est fatigant, mais c'est mortel, quoi. Enfin, c'est génial de voir quand j'ai reçu les cartons avec la BD, je les ai regardés pendant 1 heure, je crois, tellement c'était n'importe quoi. Enfin, non, je suis hyper fier. Mes gamins sont hyper fiers de moi, ils m'en parlent tout le temps. Enfin, c'est excellent, quoi. Mais non, j'aime beaucoup, et le ressenti il est fou, quoi. Et puis on a Quai des Bulles, et c'est une BD qui marche vachement bien en festival, je trouve. Les gens, en fait, quand ils la voient, tout de suite, ça les interpelle. Cette couverture hyper forte. Avec le gros monstre. Ouais, c'est ça. Et puis ils viennent discuter tout de suite avec Nicolas, et du coup, c'est assez chouette de voir ça. Il y a vraiment un truc qui se passe, quoi. Ouais, c'est vraiment agréable. En plus, j'ai des bons retours. J'ai des gens que je vois de festival en festival, parce que des fois, je le fais sur c'est dans des endroits qui sont pas très éloignés les uns des autres. Et du coup, là, hier, j'avais un monsieur qui venait. Je l'avais vu il y a 1 mois à un festival. Il a pris la BD comme ça par hasard. Et il m'a fait un retour là parce qu'il m'a croisé au stand. Ouais. Et c'est vraiment excellent, quoi. Enfin, franchement, je prends, mon ego se nourrit tous les jours de ça, quoi. Et quels sont tes projets alors du coup pour la suite? Là, ça fait 1 an en fait que je potasse une histoire, pareil sur une thématique joyeuse, mais cette fois ce sera en couleur parce que j'ai bossé de ce côté-là un peu. Et parce que c'est joyeux aussi. Et c'est joyeux aussi. Et après peut-être que t'étais ironique, hein. Mais... Oui, c'était carrément ironique. Carrément. J'étais complètement premier degré, pardon, c'est le matin. C'est le matin. Mais non, donc j'ai fait mon dossier, je l'ai envoyé, je l'ai donné à Bubble, mais je l'ai aussi donné à d'autres éditeurs. Et advienne que pourra. Enfin voilà, j'aimerais vraiment le faire sortir de ma tête, donc ça serait cool. Donc tu t'es pas remis à le dessiner déjà en entier avant de le proposer? Non, là j'essaye. J'ai pas mal de trucs, hein. J'ai pas mal de choses, des idées de planches en tête. Il y en a certaines, j'ai fait pas mal de storyboard dégueu, mais c'est pas grave. Des idées de découpage, des trucs comme ça. J'ai mon histoire de A à Z, ça sera affiné, mais ça c'est de mal à rage, je l'ai affiné jusqu'au dernier moment. Avec l'éditeur derrière, ça aide aussi d'avoir un regard extérieur. Donc voilà, donc j'espère que ça se concrétisera, et dans tous les cas, j'aimerais continuer dans cette voie-là, quoi. Très bien. Eh bien, merci beaucoup, Thomas et Nicolas, de m'avoir un petit peu accordé de votre temps. Demain l'Arrache, c'est toujours dispo en librairie. Toujours dispo en librairie. C'est toujours disponible en librairie, donc on vous recommande, dans toutes les librairies qui l'ont encore, parce que ce que je disais en début, c'est que on fait le podcast un peu une bonne année, je crois, un peu plus même après la sortie, donc il faut quand même que les libraires l'aient toujours en stock, mais n'oubliez pas que s'ils l'ont pas, ils peuvent le commander, et ça ne vous prend que quelques jours, une petite semaine pour découvrir la BD. De toute façon, vous avez un lien normalement pour vous diriger vers cet album dans la description de ce podcast. Et ma foi, Nicolas, moi je te souhaite bon courage pour la prochaine, parce que si elle sort, ça te donnera un prétexte pour revenir dans le podcast. Et Thomas, toi, va publier des BD, puis on en reparlera, quoi. Ça marche.
Merci beaucoup. Merci à toutes et tous de nous avoir écoutés. Et si vous appréciez ce podcast et le travail fourni derrière, n'hésitez pas aussi à le partager, à la fois pour soutenir l'émission, mais aussi le travail des personnes qui passent dedans. Et s'il vous reste des sous après avoir acheté Demain la Rage, n'hésitez pas à nous soutenir sur notre Tipeee. Merci beaucoup.